Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Julia Tass et je suis directrice de recherche à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Je coordonne un programme de recherche qui s'intéresse aux enjeux environnementaux. Donc ce programme s'appelle le programme Climat, Énergie et Sécurité. Et je suis également co-directrice d'un observatoire pour le compte du ministère des Armées, l'Observatoire Défense et Climat. Et j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir, ou en tout cas en cette fin d'après-midi, pour parler d'un grand thème, d'un thème compliqué, celui de la sobriété. Avant ça, je voulais vous rappeler que cette conférence est interprétée en direct en langage des signes, et donc nous essaierons de ne pas parler trop vite. Je remercie également Tommy Dessine de nous accompagner grâce à ses dessins pendant tout le temps de cette conférence. Et je remercie également toutes les équipes organisatrices, celles du lieu unique, la métropole de Nantes et évidemment les équipes de l'IRIS. Donc ce sujet épineux de la sobriété, nous allons en discuter pendant 1h30 avec 4 spécialistes que j'ai la chance d'avoir autour de moi. C'est un sujet qui est épineux parce que le terme sobriété peut avoir une connotation un peu négative. Et on va notamment se poser la question des termes qu'il pourrait être plus opportun d'utiliser, comme celui de tempérance, de frugalité ou de suffisance. Cette discussion autour de la sobriété, on va l'articuler avec le thème de ces géopolitiques de Nantes, c'est-à-dire la géopolitique, la manière dont le monde politique interagit avec finalement les limites planétaires. Pourquoi c'est de plus en plus actuel ? Tout simplement parce que, selon moi, et je pense qu'on aura cette discussion dans un instant, cette sobriété, elle s'approche, elle devient nécessaire parce qu'on arrive à des points de bascule. On arrive à certains points de bascule planétaires, des points de bascule du système terrestre, mais on arrive aussi à des points de bascule technologiques. Finalement, aujourd'hui, parfois, on va dépenser plus d'énergie que l'on va en produire sur certaines sources d'énergie. Donc on arrive aussi là à une forme de limite, à une forme de bascule d'un point de vue technologique, technique. Et la question est de savoir, est-ce que ces deux points de bascule, est-ce que le dépassement de certains de ces points de bascule peut nous entraîner vers un basculement économique, un basculement politique, un basculement social? Est-ce qu'on va vers une déstabilisation de nos mondes? Et pour ça, donc, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 4 spécialistes que je vais laisser se présenter par ordre alphabétique, de manière totalement arbitraire. Donc, Aurore Stéphan, je vous laisse vous présenter en premier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ingénieure géologue minier, spécialisée dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales. Je travaille actuellement pour le compte d'une association que j'ai cofondée en 2009 qui s'appelle Systext pour Systèmes extractifs et environnement et qui est spécialisée dans l'évaluation des impacts liés à l'exploitation minière et aux filières minérales en général. Et la question de la sobriété aujourd'hui, je vais l'aborder sous l'aune de la question des matières premières minérales et en particulier des métaux. Merci beaucoup. Emmanuel, je te laisse continuer. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Emmanuel H. Alors, je suis directeur de recherche à l'IRIS et je m'intéresse à la question de la sobriété, notamment sous l'angle géopolitique, en se posant la question suivante: est-ce qu'on peut s'approprier la sobriété, c'est-à-dire quelque chose qui est considéré, comme Julia l'a dit, comme quelque chose plutôt négatif, connoté négativement, comme nouveau facteur de puissance dans la nouvelle géopolitique internationale. Je m'intéresse également à la sobriété d'un point de vue de la modélisation, c'est-à-dire comment on peut intégrer cette sobriété, et notamment tous les changements de comportement, dans les questions notamment liées à la neutralité carbone ou à la bien mal nommée transition énergétique. Gilles, je vous laisse enchaîner. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Je ne sais pas si déjà je ne sais pas ce que c'est un spécialiste dans les questions de sobriété. Je pense que c'est un peu la question de ce panel, c'est qu'on voit effectivement qu'une question devient centrale alors même qu'il n'y a pas de discipline claire pour la travailler. Donc moi j'ai un peu redécouvert la sobriété, pour ainsi dire, parce que bon, j'ai une formation de philosophie et donc effectivement c'est un thème très structurant en fait dans la philosophie classique, celle de la modération. Peut-être on pourra revenir aussi sur l'étymologie de cette notion, mais c'est aussi quelque part une notion qui a été oubliée par la modernité, qui en fait est construite au fond presque en contradiction vis-à-vis de ça, dépasser ses limites, aller plus loin, développer, révolutionner.
Et au fond, j'ai comme ça redécouvert dans mes activités actuelles, qui sont celles de... Enfin, je dirige le Grand Continent, qui est une revue qui travaille sur les questions de transformation politique, géopolitique, sociale, contemporaine. Une revue en ligne, mais aussi en papier. Et j'ai aussi contribué dans mes fonctions de président du groupe d'études géopolitiques au lancement d'une revue qui travaillait sur la géopolitique de l'énergie et de l'écologie d'un point de vue des infrastructures. Et au fond, la question de la sobriété est redevenue un peu un des points, un des canaux dans lesquels on pouvait exprimer une bonne partie de notre travail, paradoxalement, par la guerre en Ukraine. Et peut-être, je ne tease pas trop et j'en dirai plus dans mon intervention. Merci. Et Yamina, je voudrais laisser vous présenter aussi. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas. Yamina Saeb, je suis chercheure à Sciences Po, à l'OFCE. J'ai eu l'opportunité de contribuer au dernier rapport du GIEC où il a fallu se battre pour introduire le concept de sobriété avec une définition de la sobriété. Donc moi, je suis venue à la sobriété par la réduction de la demande de l'énergie pour réduire l'impact environnemental. Et puis, en essayant de voir comment est-ce qu'on peut modéliser la sobriété, je me suis rendu compte que la sobriété est plutôt une question de géopolitique, où elle remet en question la géopolitique actuelle. Je vous donne un exemple maintenant ou j'attends plus tard? Non, on attend plus tard. Ce n'est... Voilà. Que le début. Et donc, avant de passer la parole aux différents intervenants, je voulais aussi revenir sur finalement l'historique de cette réflexion au sein de l'Institut des relations internationales et stratégiques, puisque au-delà de s'intéresser à la sobriété, parce que c'est devenu un thème politique en 2022, on s'est posé cette question dès 2018-2019, et en fait, on a rassemblé autour de nous des différents chercheurs. Et donc on a construit un triptyque de revues internationales et stratégiques. Donc ça a commencé par Géopolitique de la nature, où on essayait d'interroger le rapport entre l'humanité et la nature, puis Géopolitique de la sobriété, qui sera structurante pour notre panel d'aujourd'hui, et enfin Géopolitique du basculement, qui va sortir dans les prochains jours, mais que vous trouverez aussi à la librairie. Et en fait, l'idée, c'était de se poser la question, à travers ces trois revues, du rapport de l'homme à la nature, de la manière dont la sobriété pouvait être une solution, ou en tout cas avoir des éléments de solution pour répondre au basculement dont je parlais dans l'introduction. Et avant de laisser la parole à Emmanuel H, je voulais rappeler aussi pourquoi cette sobriété, elle est au cœur des réflexions politiques. Parce que, d'une part, il y a eu la publication du sixième rapport du GIEC en 3 volumes, entre 2021 et 2023. Puis, évidemment, et on reviendra dessus, l'invasion russe en Ukraine, avec tout ce que ça a amené comme questionnement autour des dépendances que l'on pouvait avoir. Et puis également les articles qui sont parus cette année autour des limites planétaires et de la justice climatique, ou la mise à jour des limites planétaires qui est parue en septembre. Et donc Emmanuel, je te proposais de commencer et de revenir sur finalement la genèse de cette revue internationale et stratégique sur la sobriété à une époque où ce n'était pas encore devenu un thème politique. Alors effectivement, on a commencé à penser cette revue, la géopolitique de la sobriété, autour de 2020-2021, c'est-à-dire on n'était absolument pas dans l'environnement géopolitique dans lequel nous sommes actuellement. Alors, juste un tout petit point de définition, parce que je pense qu'il faut véritablement qu'on pose débat quelques éléments pour comprendre de quoi on parle quand on parle de sobriété. On va reprendre tout simplement la définition qu'en fait le GIEC dans le rapport de 2022, dans le 6e rapport, où on parle de pratiques et habitudes quotidiennes qui permettent de réduire la demande en matières premières, en eau, en terre et en énergie, afin de rester dans les limites planétaires pour le bien-être de tous. J'ai quelque peu paraphrasé les différents éléments du GIEC, mais on est dans cette conception-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une conception très large de la sobriété, parce que quelque part, ce que vous avez aperçu de la sobriété depuis environ 1 an, c'est sûrement l'aspect énergétique. Or, ce qu'il faut voir, c'est quand on parle de sobriété, on parle de manière globale des matières premières, des ressources. On est très orienté sur les ressources naturelles qui permettent la production et la consommation de nombreux éléments. Autre point très important, lorsque vous vous intéressez à la sobriété,
Vous voyez notamment dans les rapports des grandes agences internationales de type l'Agence internationale de l'énergie, vous allez avoir des leviers pour rentrer dans ce que j'appelle la très mal nommée transition bas carbone, mais je pense que d'autres rebondiront sur ce terme. On a des leviers, on a le levier de la substitution, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va aller vers une neutralité carbone en substituant des technologies thermiques par des technologies notamment du véhicule électrique pour le transport ou des énergies renouvelables pour la production d'électricité. On pense aussi qu'on va faire beaucoup d'efficacité énergétique. Et puis troisième élément, on pense qu'on va aller capter, soit par des solutions naturelles, soit par des solutions technologiques, le CO2 dans la nature. La sobriété, pendant très longtemps, est restée un impensé de la politique énergétique ou des politiques énergétiques mondiales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, derrière cette question de la sobriété, on avait tout simplement quelque chose qui s'appelle le changement de comportement. Et le changement de comportement, vous comme moi, vous le savez très bien, quand on parle de sobriété, elle n'est jamais spontanée. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « Tiens, si je consommais moins aujourd'hui ». En tout cas, si vous le faites, bravo. Vous êtes ce qu'on appelle un consommateur exemplaire. Et donc, on a besoin de beaucoup de consommateurs exemplaires. Ça veut dire quoi ? C'est si elle n'est pas spontanée, il faut aller la chercher, il faut la déclencher. Et comment faire pour déclencher la sobriété ? Là, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir ce qu'on appelle des nudges. Le petit coup de pouce, on va vous inciter à de la sobriété avec des éléments pour toucher votre subconscient. On va faire beaucoup de campagnes d'information. La chasse au gaspille, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'était déjà quelques petites mesures. Et puis on a aussi des politiques publiques pour vous dire attention, il faut consommer moins. Alors ça peut passer par notamment une hausse massive des prix des énergies. Ça veut dire que si elle n'est pas spontanée, nos gouvernements ne considèrent pas non plus qu'elle peut être spontanée et qu'elle peut être utile. Et l'intérêt de travailler sur la géopolitique de la sobriété, c'est de savoir comment on peut transformer ce que l'on considère comme du moins en un plus en matière de puissance. Et quelque part, cette géopolitique de la sobriété, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment un État peut s'approprier la sobriété, notamment dans un contexte géopolitique incertain, transformer cette soi-disant faiblesse en une force. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la sobriété, on a sûrement un facteur de puissance, et peut-être le facteur de puissance le plus important dans la transition énergétique ou dans les transitions auxquelles nous faisons face. Je prends un exemple très simple. Si vous consommez moins d'énergie, si vous êtes un pays comme la France, par exemple, je pense que la France est un très bon exemple. Quand vous dépendez à plus de 99,5% des importations de pétrole. Consommer moins de pétrole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire le déficit de la balance commerciale. Ça veut dire aussi potentiellement moins d'émissions de GES des transports, moins d'émissions de gaz à effet de serre des transports, ça veut dire potentiellement moins d'émissions au niveau global. Ça veut dire peut-être un pays plus sain, un pays dans lequel on va moins avoir de transports émetteurs, et donc peut-être un facteur d'attractivité. Et la conséquence géopolitique de cela, c'est bien évidemment, vous avez déjà une conséquence économique, vous avez une réduction du déficit de la balance commerciale, mais d'un point de vue géopolitique, comment vous allez pouvoir le valoriser ? Tout simplement, les personnes qui vous vendent notamment vos énergies fossiles, vous allez tout simplement moins en acheter. Donc, si on prend un exemple très simple, vous allez moins financer certains États que vous considérez peut-être comme des ennemis ou des futurs ennemis. Et pour continuer sur ce thème de la géopolitique dans le sens de dépendance, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde le sujet des dépendances par le prisme de la dépendance minérale. Alors déjà, quel lien entre transition énergétique, entre sobriété, entre dépendance minérale, et puis est-ce que finalement la sobriété peut être une alternative à la relocalisation, ou en tout cas à une vision de la dépendance que les politiques aujourd'hui tournent autour de la relocalisation ? Alors effectivement, il faut être assez vigilant sur cette notion de dépendance, et dans le cadre des matières premières minérales, c'est quelque chose qu'on entend souvent ou qu'on lit beaucoup, à savoir qu'on est dépendant de certains pays pour des approvisionnements, par exemple en lithium, en cobalt. Je pense que vous avez tous vu ou lu des annonces comme celle-là. Alors, on ne va pas remettre en cause le fait qu'intrinsèquement,
notre modèle de développement, la façon dont on consomme, ce qu'on produit, bien sûr, est intrinsèquement dépendant de toutes les matières premières minérales. Par contre, ce qui est moins dit, c'est que le modèle de développement qu'on a choisi accentue cette dépendance. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire ce qu'on ne dit pas ou peu, c'est qu'on fait des choix. Les fabricants, les producteurs, éventuellement les politiques publiques, qui vont accentuer des mécanismes de dépendance. Je vous donne cet exemple parce qu'on entend beaucoup, par exemple, parler du lithium. Alors, effectivement, actuellement, il n'y a pas d'exploitation de lithium sur le territoire métropolitain, ni même sur le territoire national. Et on nous explique, en fait, du coup, qu'on est très dépendant au lithium pour les batteries. Et donc, souvent, on fait une analogie, batterie égale lithium, égale on appelle lithium, égale il en faut. Par exemple, prenons le plomb. En 2022, 86% du plomb à l'international est consommé pour des batteries. Les accumulateurs des véhicules, notamment, pour 60% d'entre elles. Et on vous en parle beaucoup moins. On nous en parle beaucoup moins. La notion de dépendance, si vous voulez, elle dépend aussi des choix technologiques qu'on fait. Avec cet exemple-là, il y en a, mais je peux vous en donner d'autres. Et autre exemple aussi, quand on parle de transition, on a toujours tendance à expliquer que du coup, on est très, très, très dépendant. On est très dépendant pour la fabrication des énergies renouvelables. On associe, comme vous le savez aussi, beaucoup le numérique à la transition énergétique. Donc on est très, très, très dépendant de métaux dits du numérique, par exemple. Alors qu'en fait, le numérique dépend de tous les métaux. Et qu'il y a effectivement certains métaux, encore une fois, pour lesquels on s'est rendu dépendant. Et là, je reprends du coup des propos d'un rapport de France Stratégie des drivers écouriques en 2020. C'est des vitamines au service des performances de nos équipements. C'est-à-dire que pendant longtemps, on arrivait à faire fonctionner un ensemble de nos dispositifs avec une certaine gamme de métaux, et le temps avançant, pour aller plus loin, pour être plus performant, pour être souvent plus petit, je pense notamment dans le domaine du numérique à la miniaturisation, on a fait appel à des nouveaux métaux, du gallium, de l'indium, je ne sais où, du tantal, etc., qui eux, en fait, du coup, sont, voilà, comme je disais, je reprends vraiment l'expression, des vitamines qui ont permis des sauts de performance dans nos technologies. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que du coup, la cartographie de la dépendance, elle change en fonction des choix technologiques qu'on fait. Si on choisit, par exemple, de faire un remplacement, tel que c'est annoncé aujourd'hui, de 100% du parc automobile vers des véhicules électriques, par exemple, et qu'on choisit tel type de batterie, et en l'occurrence, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une technologie qu'on appelle nickel, manganèse, cobalt, bah, c'est sûr qu'on va avoir besoin de beaucoup de nickel, beaucoup de manganèse et beaucoup de cobalt. Donc tout ça, c'est des choix. Voilà, je reparle de cette dépendance par rapport à ces choix, parce que ces choix, en général, on ne les connaît pas. On n'est pas forcément informé de ces choix, même quand on achète un bien. Et du coup, on se rend dépendant, et après, on nous explique que, par exemple, les platinoïdes, bah, c'est surtout en Russie et en Afrique du Sud, et le gallium, c'est surtout tel et tel état, etc. Donc, c'est un premier point par rapport à ce lien. Et le deuxième point, c'est que, du coup, avant, on ne parlait pas ou très peu de l'importance des métaux dans les plans de transition, quels qu'ils soient. Donc on l'appelle transition énergétique, l'a bien mal nommé exactement comme le disait Emmanuel, c'est vraiment ça en fait. On n'en parlait pas du tout. Donc on a historiquement toujours été extrêmement dépendant des métaux, du fer, du cuivre, du zinc, du plomb, mais on n'en parlait pas. On ne parlait pas de cette dépendance. Et c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a constaté, suite à une grosse étude de la Banque mondiale qui s'appelle Climate Smart Mining, une mine responsable ou intelligente vis-à-vis du climat, voilà, où en fait on a vu un changement de pratiques discursives, de politique à l'international, où on a associé systématiquement la notion de mine, la notion de transition. Donc du coup, si vous voulez, on a développé une espèce de logique où on disait, si on veut mener à bien, si en fait on veut procéder à l'atténuation, si vous voulez, l'atténuation des problématiques portées par le changement climatique, et bien du coup, on va avoir besoin d'énergie renouvelable, et donc du coup, dans ce cadre-là, on va avoir besoin de métaux, et donc du coup, il va falloir relocaliser la mine, c'est ce que vous disiez, et donc du coup, il faut absolument réouvrir des mines chez nous. Et en l'occurrence, ce que dit la Banque mondiale, c'est partout où cela est possible. Zéro distinction sur les considérations environnementales, de zones, etc. Donc il faut bien avoir ces éléments en tête pour se rendre compte que du coup, il y a une transformation, alors aussi bien sûr géopolitique, forcément, derrière les messages et les figures que l'on met sur ce qu'est ou pas la dépendance et le rôle des matières premières minérales dans la transition. Et je finirai avec ce dernier concept-là, c'est que de plus en plus, on voit apparaître du coup un nouveau concept, et j'espère que ça permettra aussi aux autres intervenants de rebondir, c'est que donc de plus en plus, au regard des scénarios de transition,
eh bien, du coup, on regarde des scénarios de transition tels qu'ils sont actuellement pensés, on se retrouve avec une explosion de la demande en matières premières minérales, mais cette explosion, elle naît du fait qu'on ne modifie pas la consommation globale de l'énergie. En fait, on ne fait qu'un transfert, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on faisait avec des énergies fossiles et on essaye de le faire avec d'autres énergies qui requièrent beaucoup de métaux. Et cette explosion des besoins métalliques, du coup, eh bien, en fait, elle ne s'accompagne pas ou rarement, en tous les cas, les plans qui sont associés à cette explosion, justement de sobriété. C'est même exactement l'inverse qu'on constate. À notre connaissance, il n'y a pas actuellement de politique minérale où il y a un affichage clair de dire on veut diminuer moins de matières premières minérales, de métaux, de sable, de ciment, peu importe. Par contre, ce que l'on voit, c'est des plans uniquement de transition, où on fait ce qu'on a fait jusque maintenant et qu'on translate sur des scénarios de transition tels qu'on le disait. Voilà. Et ça permet de rebondir sur justement ces politiques publiques de remplacement, puisque là on ne parle pas de transition, mais pour l'instant de remplacement, de revenir sur ce qui s'est passé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc Gilles, je vous laisse rebondir sur ça. Vous pouvez rebondir aussi sur les interventions qui viennent d'être faites, bien sûr, avec votre point de vue, à la fois de philosophe, mais aussi de directeur du Grand Continent. Effectivement, je pense que c'est utile de partir par une distinction qui peut paraître un peu cuistre, un peu pédante, mais qui, je pense, est assez intéressante, parce que au fond, dans le langage, et on parle ici de transformations qui semblent très soudaines, effectivement, la guerre en Ukraine, c'est hier. En réalité, on trouve aussi un serbatoire de pratiques, d'expériences qui ont sédimenté pendant très longtemps. Et quand on parle du mot sobriété, et on voit effectivement jusqu'à quel point c'est un mot qui est poussif, qui est difficile aussi à utiliser d'un point de vue politique, parce que, vous le rappeliez, se réveiller le matin en disant « aujourd'hui je vais être très sobre », c'est pas forcément la chose la plus mobilisatrice au monde. En fait, se retrouve en réalité un geste qui est celui de la vieille étymologie latine, pardon de dire ça, qui est au fond sine ebrius, donc ça signifie concrètement ne pas être saoul, ne pas être ivre, ne pas être un ivrogne. Et donc on voit déjà effectivement cette dimension qui est il faut se retenir de faire quelque chose qui peut-être en réalité est plutôt le penchant naturel. Donc il s'agit d'aller un peu, si vous voulez, on peut peut-être aller jusque-là, contre nature. Et là, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est le problème de l'Anthropocène, c'est qu'il nous oblige à être contre nature parce qu'au fond, on a tellement humanisé la nature qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Il y a un autre penchant, par contre, qui est très intéressant, et c'est pour ça que je pense que c'est une distinction conceptuelle qui peut être utile pour démarrer, c'est qu'au fond, on a cette dimension latine qui est négative, il ne faut pas siner, mais il y a en réalité aussi une autre dimension qui est plutôt grecque, parce que la sobriété, selon un auteur, je vous épargne les détails, qui s'appelle Coursius, en fait, en réalité, aurait une étymologie grecque qui est saon phrein, donc au fond, avoir l'esprit bien fait. En réalité, même si on va un peu plus loin, c'est ne pas être un fou, c'est être juste, être capable, au fond, d'avoir une bonne modération. Il y a une question qui est très importante dans une partie de la philosophie grecque, qui est celle de l'équilibre, de la juste mesure. Et donc, au fond, ce n'est que les démesurés, c'est resté aussi dans le langage aujourd'hui, ce n'est que les fous qui osent aller au-delà de ce qu'est la juste limite. Et donc, au fond, c'est presque une autre nature qui est celle de l'humain qui se retient et qui est la forme de la justice. Et au fond, cette ambiguïté entre ces deux formes de sobriété, je pense qu'elle structure fondamentalement la plupart de nos débats et de nos échanges. Et évidemment, aujourd'hui, la difficulté politique que nous avons, c'est de basculer de l'une à l'autre et de comprendre comment faire pour intégrer la question des limites dans une question dans laquelle, en fait, en réalité, la question des limites, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, ne se pose pas du tout. Et c'est là qu'on retrouve, pardon d'avoir fait ce long détour par les latins et les grecs, on se retrouve en fait atterrir en 2022 avec la guerre en Ukraine, et peut-être en fait atterrir, faisant un pas de côté encore une fois, plutôt dans une convergence qui est fondamentale, et qui est celle de la construction européenne depuis, grosso modo, que les grands partis, les grands groupes européens ont compris que c'était très difficile de continuer à gérer les affaires à deux, entre centre-gauche et centre-droite. Vous savez que l'histoire de la construction européenne est fondamentalement une histoire entre deux familles politiques, le Parti populaire et les SND, la social-démocratie élargie. Eh bien, depuis que ces deux groupes ont perdu le terrain, ont compris qu'en fait, il fallait trouver des manières pour faire des consensus plus larges, eh bien, ils ont commencé à se dire, mais peut-être il faut trouver un point de convergence, et ce point de convergence peut être celle de la
transition climatique. Et il y a eu donc cette idée de faire une très grande coalition, qui est celle qui donne le mandat en réalité à Ursula von der Leyen quand elle est élue à la tête de la Commission, entre le centre-droite, le centre-gauche, les Verts et une partie des libéraux. Et c'est cette grande force qui est au fond à la base du Green Deal, du Pacte vert européen, qui reste, et c'est un point essentiel, si vous voulez, un peu l'horizon, la ligne d'horizon, l'architecture à l'intérieur de laquelle on peut par la suite mettre l'ensemble des autres politiques. Au fond, c'est une grosse machine, c'est très difficile de bouger les institutions européennes, et il s'agissait un peu d'essayer de trouver quelque chose qui fasse du commun, et c'était ça la ligne directrice. J'en veux pour preuve, la crise Covid n'a pas grand-chose à voir avec le Green Deal, et pourtant, le plan de relance, il y a une dimension très très fortement Green Deal qui est intégrée. Et finalement, on arrive à la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine menée par la Russie poutinienne, immédiatement et d'emblée presque, finit par s'intégrer dans cette logique. En quel sens? Je dirais qu'il y a au moins deux niveaux. Le premier niveau, qui est le plus simple à comprendre, c'est que, au fond, si on analyse d'une façon un peu rapide l'état des forces, on a un état pétrolier et gazier qui utilise l'arme énergétique pour avoir une assurance de ne pas avoir de pushback du côté d'une puissance qui en fait a très besoin d'être alimentée par les mêmes ressources énergétiques et gazières. Donc au fond, on se retrouve dans le contexte qui est celui de Nord Stream 2, qui est celui de la grande convergence allemande et pas que, sur l'intégration, et cette idée un peu aussi du doux commerce, de l'intégration infrastructurelle comme une forme, au fond, linéaire de consensus politique entre les peuples, qu'au fond, puisqu'il y a une dépendance aussi forte, il ne peut pas y avoir de réaction forte du côté de l'Union européenne à l'invasion. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est évidemment lié à ça, c'est le rôle de l'Ukraine en tant que tel, qui se trouve aussi pour des questions de ressources, en fait, une terre de conquête, une terre de litige, de rivalité impériale de très longue durée, qui, vous savez, Ukraine signifie terre de frontière, et étymologiquement là aussi, c'est une terre disputée parce que il y a évidemment les ressources agricoles incroyables, mais aussi les minéraux et les lieux de passage fondamentaux. Ces deux éléments se mettent un peu dans une forme de jonction parce que quand est décidée la réaction à l'invasion poutinienne de l'Ukraine, immédiatement, la question qui se pose, c'est évidemment celle des sanctions économiques. Évidemment, c'est relativement historique le fait de fournir des armes létales, mais plus profondément aussi, c'est la question de, pour le dire trivialement, fermer une partie des robinets pour ne pas alimenter d'une façon directe l'effort de guerre russe. Et qu'est-ce qui se passe donc d'un point de vue plus conceptuel? C'est assez simple, c'est que la sobriété, qui est justement ce qui ne mobilise pas trop le matin les gens quand ils se rasent ou quand ils prennent leur douche, devient une chose qui participe activement à l'effort de guerre. Et donc on se retrouve dans une forme intéressante parce que la question de la sobriété se ressémantise d'un point de vue géopolitique. Et il y a là-dessus, je sais qu'on est dessiné, donc je suis très inquiet par ça, mais en fait il y a tout un pan de l'illustration, autrefois on appelait ça propagande, aujourd'hui on appelle ça communication politique, qui va s'en saisir. Et donc par exemple, tout comme il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis entrent en guerre, il y avait des affiches dans lesquelles on voyait des personnes qui conduisaient seul, et il y avait écrit si vous conduisez seul votre voiture, vous conduisez avec Hitler, et vous aviez dans la place du passager un terrible moustachu un peu maladif. Eh bien, on s'est retrouvé, surtout en Allemagne, surtout dans les pays les plus exposés, avec des campagnes de communication qui ont commencé à mobiliser des sujets comme isoler vos maisons pour isoler Poutine. Et au fond, donc, la quantité d'eau chaude utilisée le matin était immédiatement articulé avec l'effort de guerre en Ukraine. Et c'est là qu'il y a une jonction qu'il s'agit d'interroger, qui est intéressante, qu'il ne faut peut-être pas surestimer dans sa capacité politique, mais qui a existé. C'est évident qu'il y a eu quelque chose de cet effort-là non linéaire de soutien, surtout, et encore une fois, dans des pays comme l'Allemagne, qui s'en sont vraiment saisis d'une façon très directe. La France a une histoire un peu différente sur la question de sobriété, aussi liée à sa dimension un peu plus souveraine nucléaire. Mais au fond, et c'est peut-être le dernier niveau dans lequel je me permets de rentrer, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire ? Ça nous dit une chose qui est très impressionnante,
c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on pense la géopolitique, et c'est un peu ce que Emmanuel a rappelé au début, en fait, on n'est plus en train de penser d'une façon un peu, disons, euclidienne, un espace géométrique à 2 dimensions dans lequel, au fond, on déplace les troupes, on déplace les choses, il y a des acteurs à peu près bien définis qui sont les États, qui ont des rivalités, etc. En fait, tout change, les règles, les pions, mais en fait, ce qui change fondamentalement, en fait, c'est le tableau lui-même, c'est la carte elle-même. Et c'est ça, en fait, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que, en fait, le de géopolitique est devenu un acteur. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit. Prenez aujourd'hui le Pakistan. En fait, le Pakistan, le principal acteur politique du Pakistan aujourd'hui, ben, c'est le climat. Et c'est la terre, comme dirait Bruno Latour, qui d'ailleurs avait contribué dans un très bel entretien dans le, je crois, le numéro sur la nature que vous aviez fait, et qui a beaucoup travaillé sur cette question du sol européen et comment il est en train de changer. Donc effectivement, là, on se retrouve avec ces derniers points de jonction. Les règles sont en train de changer, mais ce qui change fondamentalement aussi, et c'est pour ça que ça a un impact anthropologique, c'est la configuration elle-même dans laquelle nous sommes posés. Yamina, alors, difficile de rebondir sur tout ça, mais je vous laisse à la fois rebondir sur les interventions précédentes et puis présenter aussi votre point de vue de la sobriété à travers les travaux que vous avez pu conduire sur les limites planétaires au sein du GIEC, etc. Alors, la première chose sur laquelle il faut être clair, c'est que la France est le seul pays où on débat de la sobriété, où on discute la sobriété. Le seul pays de l'Union européenne et de l'OCDE. L'autre pays où la sobriété a été discutée pendant longtemps et a été mise en œuvre, c'est la Thaïlande. Mais c'est très loin de nous. Et donc, je ne vais pas parler de la Thaïlande. Donc, dans les pays de l'OCDE, par exemple, dans les instruments de l'Union européenne, nos politiques climatiques sont des politiques européennes. Il n'y a aucun instrument, je suis allée chercher dans tous les instruments de l'Union, si je pouvais trouver quelque chose qui pourrait ressembler à de la sobriété. Le mot n'existe pas. On est les seuls à avoir une loi sur la transition énergétique qui est basée, qui intègre la sobriété. Ça, c'est quand même une exception. On est aussi les seuls, quand il y a eu la crise en raison de la guerre, où le président de la République a fait son discours à la nation pour dire qu'on va mettre en place les plans de sobriété. On est les seuls à avoir mis en place des plans de sobriété énergétique. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, ils parlent des plans d'efficacité, peut-être d'économie d'énergie, c'est pas la même chose. Et on avait beaucoup débattu, avec mes collègues du GIEC, parce que j'étais dans le chapitre bâtiment, on avait beaucoup débattu des mesures, par exemple l'isolation thermique des bâtiments. Est-ce que c'est de la sobriété ou de l'efficacité ? Ben, c'est de l'efficacité. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des matériaux. Et c'est pour ça que dans la définition que j'ai réussi à la fin, mais difficilement à introduire dans le rapport du GIEC, en fait, la définition complète qui est dans un article, parce que le rapport du GIEC doit être basé sur des articles, elle intègre donc l'énergie, l'eau, l'utilisation des sols, les matériaux, et j'avais rajouté, parce que je m'étais dit je vais oublier d'autres ressources naturelles comme ça, donc j'avais rajouté et toute autre ressource naturelle. Comme ça, tout le monde va se retrouver là-dedans. Comme ça, j'étais sûre qu'on allait capter un maximum, quoi. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du rapport du GIEC, on regarde uniquement la question climat, on regarde uniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le cadre de travail de la Convention climat qui remonte aux années 90. Malheureusement, ce cadre de travail-là ne correspond plus aux enjeux du XXIe siècle, parce que justement, comme vous le disiez, dans tous les scénarios, j'ai passé beaucoup de temps sur les scénarios mondiaux et les scénarios européens aussi. En fait, ce qu'on appelle transition en vérité, c'est juste changer d'une dépendance à une autre, comme vous l'avez très bien expliqué. Pourquoi est-ce que ça passe ? Parce que l'objectif qu'on se fixe dans ces scénarios-là, on se base sur l'accord de Paris, sur un bout de l'accord de Paris, parce que dans le rapport du GIEC, il y a des scénarios. Le GIEC ne développe pas ses propres scénarios, mais c'est la communauté scientifique qui soumet ces scénarios au GIEC. Et donc les scénarios qui nous sont soumis sont des scénarios qui regardent uniquement la question énergie, ils sont considérés comme compatibles avec l'accord de Paris si à la fin du siècle, avec ces scénarios-là, on va être autour de entre 1,5 et 2 degrés. C'est le seul point que l'on regarde. On ne regarde pas du tout comment est-ce qu'on y arrive. Et comment est-ce qu'on y arrive, c'est ça que j'ai regardé moi. Eh bien, on y arrive en trichant, quoi. On n'y arrive pas en vérité. En vérité, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien sur la réduction de la demande.
Il n'y a rien du tout. La question de la réduction de la demande, elle n'est pas posée. La seule chose que l'on fait pour la partie demande, et ça je pense qu'il y a une grande confusion dans la communauté scientifique, c'est de l'efficacité énergétique, et on dit que ça va faire de la demande, mais on ne se pose pas la question, si je fais de l'efficacité énergétique, qu'est-ce que ça signifie pour les matériaux, etc. Ou alors on fait du changement de comportement, et puis on va mettre tout ça dans la réduction de la demande. Sauf que peut-être qu'on réduit la demande en charbon et en gaz et peut-être en pétrole, mais on augmente d'autres demandes que l'on ne regarde pas dans ce cadre-là. Et parce qu'on ne les regarde pas, on va dire que c'est compatible avec l'accord de Paris. Et l'une des plus grandes incompatibilités des scénarios compatibles avec l'accord de Paris, c'est justement la question, ce qui est une question géopolitique, c'est la question nord-sud. Alors ces scénarios-là, à la fin en fait, ils ne sont pas très, très durs avec nous, parce que ils sont faits par nous, en fait, donc on n'est pas très dur avec nous-mêmes. Enfin, c'est ma conclusion, hein. C'est écrit nulle part, c'est ma conclusion. Donc c'est nous-mêmes qui faisons les scénarios. Bon, alors déjà, on oublie qu'on ne considère pas nos émissions cumulées passées. On part, et c'est pareil pour le scénario européen, c'est pareil pour l'objectif de neutralité carbone européen ou français. Donc on a décidé, nous, de partir de 90, feuille blanche en 90. À partir de 90, on commence à réduire nos émissions. Et puis, on dit qu'on fait bien, nous, Européens. Pourquoi ? En même temps qu'il y a eu la question climat, il y a eu aussi l'OMC qui nous a aidés. Toute notre industrie est partie ailleurs. Donc, on a exporté nos émissions ailleurs. Et tous les calculs que l'on fait sont basés sur les émissions qui se produisent sur notre territoire. Donc, on n'intègre pas ce qu'on appelle les émissions de consommation, ou ce n'est pas basé sur l'empreinte carbone. Alors, du coup, on a l'impression qu'on fait bien. Mais en fait, on ne fait pas bien du tout. Parce qu'on a inventé des méthodes de calcul pour nous faire croire qu'on fait bien. C'est comme ça qu'on a fait, en fait. Et donc, du coup, on arrive en 2050, là où on doit être neutre en carbone, puis on n'est pas neutre en carbone. Qu'est-ce qu'on fait ? On va imaginer que les émissions négatives, on va pouvoir capter ces émissions-là, les enterrer dans le sol. L'une des premières questions que les scénaristes ne se posent pas, c'est est-ce qu'on a les sols qu'il faut ? La réponse est non. Alors, on n'a pas les sols qu'il faut. Comment on va faire ? Ça, c'est la première question. Donc, si on n'a pas les sols chez nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être recoloniser. Ça, c'est la première raison de pourquoi c'est géopolitique, cette question-là. La deuxième raison, c'est que je vais vous donner l'exemple de l'Union européenne, parce que je trouve qu'on est leader dans le discours sur les questions climatiques, mais je pense qu'on est leader, soit on n'a pas compris, soit on triche avec nous-mêmes, quoi. Parce qu'on ne peut pas tricher avec l'atmosphère. Et donc, en se fixant un objectif de neutralité carbone pour 2050, on ignore nos émissions passées, mais si on intégrait nos émissions passées, rien que les émissions territoriales, l'Union des 28, à l'époque, avec l'Union et la Grande-Bretagne aujourd'hui, on devrait être neutre en carbone en 2033. 2033, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ce quinquennat-là, quand Macron avait dit ce quinquennat sera écologique ou il ne sera pas, moi je suis désolée, c'est sûr qu'il ne sera pas, quoi. Parce que s'il doit être écologique, ça veut dire qu'à la fin de son quinquennat, il nous restera ce qu'on appelle des émissions résiduelles, quelques émissions seulement dont on pourra se débarrasser grâce aux forêts, blablabla. Mais en fait, on n'est pas du tout parti là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on se fixe un objectif pour 2050, alors que normalement, selon les lois de la nature, ça devrait être 2033 pour nous. Pour la France, si je prenais que la France toute seule, c'est 2028. C'est pour ça que je disais que c'était ce quinquennat-là. Et pour l'Allemagne, c'est 2025. La Grande-Bretagne aussi, c'est 2025. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va devoir coloniser, on se projette dans une colonisation de l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire coloniser l'atmosphère ? Ça ne sera possible que si, et seulement si, on va aller tuer toute vie dans ce qu'on appelle les pays du Sud, y compris la Chine, ce qui est impossible. Et donc voilà où on en est. Voilà où on en est quand on réfléchit ce qu'on appelle la transition. Moi aussi, je trouve que le mot est vraiment mal choisi, d'un seul point de vue, et qu'on a des cadres internationaux, donc la COP par exemple, va discuter dans ce cadre-là. Et en plus, on ose, même dans ce cadre-là, on ose ne pas financer, ne pas travailler sur les promesses que l'on a faites, par exemple, de financement aux pays du Sud. Et c'est quelque chose... Enfin, on n'a pas encore inventé un droit international pour nous permettre ça. Peut-être qu'on va l'inventer, hein, je ne sais pas. Parce qu'on invente des lois pour nous permettre ce qu'on a envie de faire.
Et ça, c'est quand même, ça remet, lorsqu'on comprend ça, la sobriété permet de comprendre ça. Ça perturbe beaucoup, donc ça a beaucoup perturbé mes collègues. Moi, quand j'étais allée au GIEC avec l'idée d'introduire le concept de sobriété, j'étais partie avec ma compréhension de la sobriété en tant que Française, c'était dans la loi française. J'avais même pas réalisé qu'en fait, dans la loi française, on n'avait pas de définition. La première chose que mes collègues m'ont demandé, c'est comment vous le définissez. Il n'y a pas de définition. C'est pour ça qu'il a fallu travailler sur la définition. Et dans la définition, en fait, comme il y a une confusion dans la littérature entre changement de comportement, efficacité, etc., c'était très facile de se débarrasser de la confusion avec l'efficacité, mais avec changement de comportement, c'était plus difficile. Et c'est pour ça que dans la définition, en fait, on dit que ce sont les politiques et les pratiques du quotidien. C'était parce qu'en fait, il y a eu un grand débat sur... Certains collègues voulaient absolument que j'injecte dedans changement de comportement. On avait fait un calcul après pour montrer que changement de comportement, il ne se produit que grâce aux normes sociales que les politiques inventent. Et donc, si vous ne mettez pas en place d'abord les politiques, vous n'avez aucune chance d'inventer ces normes sociales. Et si vous n'avez pas ces normes sociales, vous allez peut-être avoir quelques citoyens exemplaires, mais... D'abord, ils vont être que quelques citoyens, mais en plus, je vous assure qu'il est extrêmement, extrêmement difficile de vivre, d'essayer de vivre ou d'élever un enfant de façon sobre dans la France d'aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Et donc, du coup, on est très, très, très loin du compte. Alors, au niveau européen, la seule chose qu'on a réussi à introduire récemment, dans un rapport de prospective de l'Union européenne, c'est normalement la prochaine Commission européenne, va travailler sur la base de ce rapport-là. Finalement, on a réussi pour la première fois à faire apparaître le mot sobriété en anglais, c'est sufficiency. On a réussi à faire apparaître le mot sufficiency dans ce rapport-là. Et ils ont imaginé un quatrième, c'était à la dernière minute, donc un quatrième scénario. Dans ce scénario-là, ils ont dit qu'il serait basé sur la sobriété, une économie sobre. Et j'ai bien aimé comment, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont élevé la sobriété de ce débat de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre et de la comptabilité énergétique vers un débat plus politique et plus géopolitique, parce qu'ils ont mis, c'est un scénario qui conduirait à l'autonomie de l'Union européenne. Après, ils n'expliquent pas ce que c'est que l'autonomie de l'Union européenne. Et sinon, après, vous aviez cité l'Agence internationale de l'énergie, malheureusement, il n'y a pas de sobriété le mot sobriété n'apparaît pas, il n'y a pas de sobriété dans les scénarios. De toutes les façons, tous les scénarios mondiaux considérés compatibles avec l'accord de Paris, en vérité, ils ne le sont pas. Beaucoup d'éléments pour... Beaucoup d'éléments pour ce premier tour de table. J'ose à peine en lancer un deuxième, parce qu'on est déjà à 17h50 et je voudrais laisser le temps au public de nous poser des questions. Mais si vous voulez réagir, puisqu'on a abordé énormément d'angles de la sobriété, je refais le même ordre. Donc Emmanuel, si tu veux réagir, ensuite Gilles. Oui. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve que la table ronde part dans une excellente direction. Je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit Aurore tout à l'heure. Effectivement, il y a une problématique matériaux, il y a une problématique de dépendance. Pour avoir étudié le règlement européen des matériaux critiques qui est sorti le 16 mars 2023, rapport de 150 pages, il n'y a pas une seule fois le mot réduction de la demande. C'est-à-dire que penser qu'on peut aller dans un monde où on consomme moins de métaux, c'est quelque chose qui est absolument intolérable, je pense, pour l'Union européenne, que ce soit Ursula von der Leyen dans son discours de l'Union en septembre 2022, quand elle nous parle de le lithium et les terres rares sont aussi importantes que le pétrole et le gaz, ça veut dire parce qu'on va en consommer plus. Et quand Thierry Breton, en mars 2023, nous dit le tungstène, c'est très important pour la guerre, ça veut dire parce qu'on va en consommer plus. C'est-à-dire que conceptuellement, on n'arrive absolument pas à se dire qu'on va réduire la consommation. Et là, quelque part, je vais aller sur les modélisateurs, c'est-à-dire ceux qui font les scénarios de transition bas carbone. Et vous avez parfaitement raison. Pourquoi la sobriété, elle ne rentre pas dans les discours politiques, notamment dans l'Union européenne? C'est que tout simplement, les scénarios sur lesquels sont basés, notamment la neutralité carbone, ce sont des scénarios où on considère il y a deux variables qui sont ce qu'on appelle des variables de bouclage. C'est-à-dire, en gros, à la fin, vu qu'il reste des émissions dans le système, qu'est-ce qu'on fait? On va aller capter du CO2. Et vous avez raison, on ne sait pas exactement où on va le mettre.
Alors on va utiliser les anciens champs pétroliers et gaziers pour aller stocker du CO2 sans se poser la question de savoir si les gens sont d'accord, c'est-à-dire l'acceptation, non, on n'en parle même pas. Et puis la deuxième variable, c'est la sobriété. Alors on appelle ça changement de comportement parce que quelque part, changement de comportement, ça vous invite juste à changer, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ni la somme des politiques qu'il va falloir mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces deux variables-là, et notamment la sobriété, comme ce sont des variables de bouclage, quelque part, on ne va pas s'intéresser. Donc autant vous faire croire qu'en changeant d'une voiture thermique à une voiture électrique, vous allez amener du bien pour la planète, sûrement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est sûr. Chez vous, l'air sera plus sain, mais bien évidemment, dans les pays miniers, évidemment, on aura délocalisé la pollution, on n'aura absolument pas réfléchi à nos consommations. Donc ça, c'est formidable. Ça nous permet de nous exonérer de quelque chose, c'est-à-dire ne regardez pas la transition en face, elle se fera chez les autres, notamment dans les pays miniers. Ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Pour illustrer un tout petit peu ce que vous avez dit, il y a aussi des fausses vérités quand on vous parle de transition bas carbone. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle, je vous prends un exemple très simple, l'éco-construction. Tout le monde vous dit, on va changer, on va construire en bois. Vous voyez. Alors, il y a peut-être des updates de la construction en bois, comme ça va éviter de consommer du ciment, du sable, du gypse, des granulats. Formidable. Mais si on ne réfléchit pas à la taille des logements et au nombre de logements, en gros, vous allez tout simplement faire un shift de la consommation en granulats, en gypse, en sable, à une augmentation de la consommation en bois. Vous voyez, la sobriété, ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de vivre dans des appartements qui font tant de mètres carrés? Est-ce qu'on ne peut pas réduire les surfaces? Est-ce qu'on ne peut pas vivre de manière conviviale autrement? Vous voyez, c'est ça la sobriété. Et là, on en est très très loin. Pareil, quand on vous parle d'éco-conception. Éco-conception, c'est quoi? C'est un petit peu comme la croissance verte, c'est-à-dire qu'on continue à consommer, mais on fait ça de manière éco-conception sans sobriété, ça n'a aucun intérêt non plus. Si vous ne faites pas de sobriété dans l'éco-conception, ça veut dire quoi? Vous allez avoir des effets rebonds. Tout le monde va acheter en fait des biens qui sont peut-être d'un point de vue matériaux un tout petit peu plus, avec une demande réduite. Mais si tout le monde en achète, tout simplement, vous allez vous retrouver avec des consommations qui sont absolument gigantesques. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, qui à mon sens est véritablement fondamental, c'est si aujourd'hui on a une crise des ressources, c'est parce qu'on a une crise des besoins. C'est-à-dire qu'il faut interroger les besoins. Et quand je dis pas interroger les besoins, ça veut dire que tout simplement, il faut se poser la question de qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nuisible. Et donc ça nous invite à faire quoi? Ça nous invite notamment à essayer d'imaginer une nouvelle forme de contrat social. C'est-à-dire comment on peut réfléchir aux besoins par rapport à une société donnée dans un contexte de limite planétaire. Et ça, c'est à mon sens fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'économie, ce n'est pas de la technologie, c'est de la sociologie, c'est de la norme. C'est-à-dire que comment arriver à faire à la fois que la norme du collectif soit ce que... il y a une personne qui s'appelle André Gorz parle de norme du suffisant. C'est-à-dire qu'est-ce qui me suffit dans un environnement donné pour que je puisse continuer à vivre sans impacter la vie de mon voisin. Quelque part, Gandhi, quand il dit « vivre simplement et pour permettre que les autres vivent », c'est exactement ça, la sobriété. On vit simplement pour que les autres vivent. Il n'a pas parlé de respecter les limites planétaires, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, bien évidemment. Enfin, il y en avait déjà, mais en fait, on ne les connaissait pas, surtout. C'est ça, la sobriété. Et juste un dernier point, il y a eu un dessin formidable tout à l'heure, il n'y a plus de pétrole, mais il y a plein de métaux. Il y a plein de métaux, effectivement, il y a plein de métaux, mais ça veut dire qu'il y a plein de coûts environnementaux, tout simplement parce que plus on va aller chercher loin les métaux, moins ils sont concentrés, plus il faut d'énergie. Et donc ça veut dire que le retour énergétique, en fait, d'aller chercher des métaux pour que nous puissions rentrer en transition, c'est un coût environnemental quelque part. Et on le voit, pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe lorsqu'on parle de rouvrir des mines en France, on n'a pas envie que ça se passe, en tout cas pas du côté de la région parisienne, peut-être en région, mais en tout cas, pas si c'est loin de chez nous, c'est beaucoup mieux. On refait le même ordre.
Allez-y. Oui, du coup, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur les tendances, notamment par Emmanuel. En fait, là, actuellement, ça fait à peu près déjà une quinzaine d'années que c'est de plus en plus difficile d'extraire des métaux, n'importe lesquels, de récupérer des métaux. Ça fait déjà, en gros, ça fait une vingtaine d'années qu'on s'en rend véritablement compte. Aujourd'hui, les modèles, tout le monde maintenant s'est accordé dessus. On sait que plus le temps va avancer, plus les surfaces et les profondeurs d'exploitation vont augmenter, plus les teneurs diminuent et plus les minerais sont complexes à traiter pour récupérer les métaux ou le métal ou les métaux d'intérêt. Donc en fait, les tendances, elles sont exponentielles. Donc on sait que maintenant, pour récupérer la même quantité de métal qu'avant, ou qu'il y a par exemple 5 ou 10 ans, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie. Et donc, du coup, vous avez des interdépendances gigantesques qui se sont créées. Parce que, comme disait Emmanuel, plus le temps va avancer, plus le temps avance. Parce que là, on a déjà commencé. Il vous suffit d'interroger des ingénieurs miniers ou des industries minières. Ils vous le disent tous, ils l'écrivent tous. Actuellement, on est en peine parce que c'est difficile pour nous d'exploiter, parce qu'on a des difficultés pour accéder à l'eau, on a des difficultés pour accéder à l'électricité, et on a des difficultés parce que les gisements sont plus compliqués à exploiter de façon générale. Donc vous avez une dépendance qui est en train de se construire, et parallèlement, on l'a dit tout à l'heure, plus le temps avance, et plus la seule solution qui est fournie, c'est effectivement le transfert dont vous parliez, c'est-à-dire il faut mettre tout ce qu'on faisait en fossile, hop, on le fait en métallique, quasiment. Donc plus le temps avance, plus on a une énergie qui est dépendante en métaux, et cette interdépendance, elle est insoutenable. Mais elle est insoutenable parce que le modèle de développement, il est insoutenable en fait. On ne peut pas avoir des taux de croissance comme ceux qu'on a vécu. Je parle principalement du domaine que je connais, c'est-à-dire le domaine métallique. Sur l'acier, vous êtes sur des croissances exponentielles depuis 1950. On n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui. Quand vous avez des gens comme le chercheur Olivier Vidal qui vous dit que pendant les 35 années à venir, il a écrit ça en 2018, il va falloir produire autant de métal que tout ce que l'homme a produit depuis l'Antiquité, c'est complètement incompatible avec les discours que vous entendez en permanence, en fait. Donc, du point de vue métallique, la notion des besoins, elle est vraiment essentielle. Et quand j'en dis la notion des besoins, elle est essentielle, parce qu'en fait, vous avez toute la filière qui est concernée, depuis l'exploitation minière, c'est-à-dire dans quelles conditions on exploite. Effectivement, on parlait de délocalisation, alors, sachant que on pense souvent que la plupart de la mine se passe sur le continent africain, c'est faux, hein. Il y a des très grands pays miniers, la Russie, la Chine, le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil, c'est des très grands pays miniers. C'est eux qui vont déjà décider d'un certain nombre de choses et ils vont nous imposer leur choix aussi. Donc il y a déjà cet enjeu-là de dire où est-ce qu'on fera la mine, comment on va concevoir ces produits métalliques, sous réserve qu'on ait accès au métal, on est tous d'accord ? Et ça va pas être facile. Et ensuite, comment on gère la fin de vie du métal ? On a parlé d'éco-conception, la situation de ce qu'on appelle la mine secondaire ou des produits en fin de vie, c'est catastrophique, quoi. C'est à l'image de tout ce qu'on fait. On prend, on fait, on jette. Et on fait ça tout le temps. Et donc, du coup, il y a effectivement la notion de sobriété métallique, en tous les cas, pour l'association que je représente, c'est une urgence absolue. C'est malheureusement, comme le disait Yamina, malheureusement, c'est nulle part, mais en fait, c'est terrible parce que c'est absolument essentiel de diminuer massivement la consommation de matières premières minérales, mais on aurait déjà dû le faire depuis très longtemps, avant même de parler de plans de transition qui allaient faire exploser la demande métallique, en fait. Ça fait plus de 10 ans que des ONG comme la nôtre disent il faut diminuer la consommation de matières premières minérales. C'est la catastrophe. Il faut diminuer la consommation de matières premières minérales. Et on n'a pas été écouté. Et maintenant, on ose proposer des scénarios qui font exploser ce qui était déjà insoutenable. Donc le seul et unique moyen, pas pour nous sauver, juste pour aller moins vite dans le mur, c'est de réduire massivement la quantité de métaux, de développer massivement tous les moyens possibles et imaginables pour garder ce métal le plus longtemps possible en utilisation. Et surtout derrière, de faire en sorte de concevoir conséquemment en fonction des usages. Et c'est ce que disait Emmanuel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est conçu, si vous voulez, en considérant que le métal, il est disponible et qu'on peut en mettre partout tout le temps, alors qu'il y a des endroits, ou en tous les cas des usages, où même, le métal n'est même pas nécessaire. Voyez ? Donc il y a tout un impensé aussi dans la conception et l'usage qu'on fait des matières premières métalliques. On considère que c'est comme du consommable. On prend, on jette, et puis on verra bien ce qui se passe derrière. C'est très, très précieux. Malheureusement, jusqu'alors, on n'a fait que le gaspiller, quoi.
je crois que j'ai assez envie de... Enfin, évidemment, on est dans une situation toujours très complexe dans ce genre d'échange parce qu'il y a toujours un consensus qui émerge. Et après, on sort et où on regarde en fait, le calendrier électoral et on se regarde autour, on est un peu inquiet. En fait. Et je pense que c'est un peu le problème. En fait. Deux points qui, à mon avis, doivent être en tête de tout le monde ici, sauf énorme surprise, si on prend les tendances qui sont actuelles, on aura à nouveau un président des États-Unis qui niera le changement climatique, enfin qui niera que le changement climatique a une matrice humaine. C'est presque sûr. Enfin, tout change très vite tout le temps. C'est dans un an à un mois, donc tout change tout le temps. Mais voilà une donnée qu'il faut garder. Deuxième, plus proche de nous, et même aussi quelque chose dans lequel on peut agir et participer, les élections européennes du mois de juin de l'année prochaine. On a fait une étude avec le Grand Continent. Dans 14 pays, l'extrême droite est parmi les 3 principaux partis. La Pologne c'est le premier et le troisième en même temps, donc c'est encore mieux. Et la moitié de ces partis sont négationnistes. Enfin, ils pensent comme une partie du Parti républicain et Donald Trump qu'il n'y a pas de corrélation entre le changement climatique et l'action humaine. Et l'autre moitié joue d'une façon ambiguë une forme de confusionnisme dans lequel effectivement on peut dire oui peut-être, mais ça va trop vite, mais les woke, etc. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc cette espèce de convergence molle qui faisait la politique européenne dans le cycle précédent autour d'Ursula von der Leyen, c'était un peu au fond l'idée, mettons à peu près le projet écologique, qui évidemment n'est pas sobre, mais qui est quand même un peu la ligne d'horizon. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point c'est possible d'imaginer que ça reste l'axe structurant, même dans un endroit comme l'Union européenne. Et là, voilà, une fois qu'on fait ce constat, on est un peu moins content et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'en réalité, il n'y a pas de solution miracle, mais je crois que fondamentalement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi c'est si difficile ? Et je crois effectivement, fondamentalement, il y a dans le très beau livre de Julien Landin-Poli, Les ingénieurs du chaos, dans la postface, il fait une liste des choses qu'on demande, qu'un électeur, une personne un peu comme ça, normale, entend quand vous lui parlez de transition écologique. Il entend... il faut arrêter de rouler avec sa bagnole, il faut arrêter d'acheter le revolver en plastique que j'achète pour l'anniversaire de mes enfants. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai besoin de faire quelque chose qui puisse être jeté très vite. Mes enfants veulent acheter chez Chine. Donc voilà, ça implique effectivement cette forme de sobriété qui est perçue comme une forme de négation en fait, d'un format qui est très profondément ancré. Et deuxième point, que j'ajouterais, et qui est effectivement assez bouleversant, assez inquiétant, mais qui, je pense, peut en partie essayer d'aider à affronter cette matrice, c'est encore une fois l'écologie de guerre. Parce que c'est vrai, vous avez raison, changer les normes du haut ou même du bas, c'est très difficile. On ne comprend pas très bien quels seraient les chocs qui nous permettraient de le faire, quel serait le projet fédérateur. Moi, j'entends tout le temps parler du contrat social vert, mais c'est très difficile, effectivement, de trouver le périmètre. Or, en réalité, on a assisté, évidemment, à un hiver qui était particulièrement tempéré, mais on a assisté à une réduction de la demande l'hiver passé. On peut considérer en partie que nous, on n'a pas assez mobilisé ce thème, qui en réalité était un thème fédérateur qu'on retrouvait dans plein de campagnes municipales, de Länder en Allemagne, où effectivement on vous disait qu'il faut faire des douches de 30% moins longues, il y avait une très belle devise qui était si tu prends un vélo, tu luttes contre Poutine, et avec évidemment une pompe à essence. Donc effectivement, il y a cette possibilité et je crois que c'est la seule peut-être hypothèse réaliste qu'on a face à nous, de se greffer sur des transitions géopolitiques complexes pour faire de la sobriété quoi ? En fait, une arme pacifique d'autonomie. Et dans les scénarios même les plus optimistes dans lesquels nous sommes,
en fait, l'Union européenne, le continent européen a besoin de sobriété pour imaginer sa transition et son autonomie stratégique. Et donc peut-être, effectivement, c'est là, en réinjectant quelque chose qui peut paraître un peu perturbant, c'est du réalisme politique dans la question écologique, qu'on pourra essayer de déjouer en partie le piège qui nous est tendu et que très probablement, malheureusement, va nous serrer dans les prochains mois et années. Vous avez le mot de la fin, avant Okay. qu'on donne la parole à l'assistance. Moi, je vais rebondir sur ce point. Qu'est-ce qu'on fait après une conférence comme cela? Il faut qu'on se mobilise. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de rater la prochaine élection européenne. C'est là que ça se joue. La prochaine élection européenne, les élections européennes, en général, ce sont les élections qui attirent le moins d'électeurs. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se mobilise, qu'on s'organise pour la gagner. Mais pas la gagner, ça veut dire pour que les progressistes gagnent. C'est ça que je veux dire par gagner. C'est la seule façon, notre seule carte à jouer, notre seule chance, en fait, c'est l'Europe. Notre seule possibilité, la seule chose qui me donne de l'espoir, c'est l'Europe. Et si on passe à côté, si on laisse l'élection européenne se dérouler comme d'habitude, et bien justement, ça va être les conservateurs et même des négationnistes, des très conservateurs et qui vont aller au Parlement. Et puis, les conservateurs vont à un moment donné faire alliance, comme on le sait historiquement, avec les négationnistes, etc. Donc, on n'a pas le droit de rater cette élection-là. Et moi, je me dis que, comme j'ai plus travaillé au niveau européen qu'au niveau français, et comme je comprends mieux, je pense, les enjeux, comment ça se passe au niveau européen, je me dis que tous ceux qui ont ce profil-là, on a le devoir d'aller toquer à chaque porte, dans chaque bourg de France, dans chaque quartier de France, et dans chaque bourg et dans chaque quartier d'Europe, pour expliquer ce qu'est l'Europe, et pour surtout expliquer que sans l'Europe, il n'y aura pas d'avenir, en fait. Il n'y a pas d'avenir pour nous, mais non seulement pour nous, Européens, mais je pense que sans l'Europe, justement, à cause de ce qui se passe aux États-Unis, à cause de cette compétition qui n'a pas de sens dans le monde d'aujourd'hui, qui n'aurait jamais dû exister, mais bon, entre les États-Unis et la Chine, et ça va continuer, la seule carte à jouer pour justement que l'habitabilité de la planète soit dans l'agenda international, c'est la carte européenne. Et c'est pour ça, moi, je vous invite tous à aller toquer chez vos voisins, expliquer l'Europe. Et il faut vraiment qu'on fasse tous campagne pour qu'on soit nombreux à voter. Parce que je pense que ceux qui ont de l'espoir, ceux qui peuvent changer l'Europe, contribuer à ce qu'on ait des progressistes, ce sont ceux qui ne votent pas, justement. Les autres, ils vont voter. Les autres, ils mobilisent leur électorat. Ce n'est pas que cet électorat-là est très important. C'est juste parce que nous, on ne vote pas que la part de cet électorat-là devient important. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se mobilise pour l'élection européenne. Je suis sûre qu'on a plein de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'une part, vous ne fassiez que poser une question, et ensuite qu'on en prenne 3 par 3 pour essayer de se les répartir aussi entre intervenants et pour avoir le temps de répondre au maximum de personnes possibles dans les 22 minutes qui nous restent. Donc n'hésitez pas à lever la main de manière bien claire pour que les personnes qui ont des micros puissent venir vous les apporter. Merci. Est-ce que c'est bon pour les micros ? Je ne sais pas si ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors j'avais un point qui, il me semble, n'a pas été évoqué, c'est que ce qu'on discute là, il s'agit pour moi du phénomène qui implique quelque chose comme la tragédie des communs ou le passager clandestin en économie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour simplifier, si les gens ne sont pas forcément, en fait, pas forcément, il y a une piscine commune qui est la biosphère, les ressources, qui est commune aux individus et au point de vue géopolitique à tous les États. Et en fait, on puise tous dedans. Et on a tous une bague, et on ne sait pas ce que tout le monde puise dedans. Donc on puise dedans, on se regarde, on se dit on arrête de puiser dedans, et en fait tout le monde continue de puiser dedans. Et donc le dilemme, c'est qu'en fait on a tous, d'un point de vue personnel, intérêt à puiser dedans, que ce soit au niveau individuel. Donc si moi je m'amuse à prendre le vélo et puis que je vois
mon voisin qui roule en Porsche Cayenne alors que c'est la flotte, je suis un peu frustré. Si je m'empêche de prendre l'avion alors que je vois tout le monde, les milliardaires, voilà. Pour faire court, et au niveau géopolitique, j'ai l'impression que c'est pareil, puisqu'en fait, il y a des États qui vont continuer à piocher dans ces ressources, et nous, si la France, on se dit, on va faire de la sobriété, du coup, on se retrouve fragilisé au niveau militaire et tout ça. Et donc, voilà, pour moi, il y a un point sur ce sujet, et j'ai l'impression qu'on est passé à côté. Ou alors, en fait, votre question, finalement, si je la reformule, c'est si l'Europe ou la France se lance dans une politique de sobriété, et les autres, en fait. C'est ça votre question. Tout à fait, que ce soit au niveau individuel ou au niveau géopolitique, voilà, c'est un peu le... Merci. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Alors, levez-vous d'ailleurs quand vous posez la question, comme ça on vous identifie bien. Et j'en profite pour rebondir, monsieur qui a posé la question sur... vous avez mentionné les armées. Il y a les armées travaillent sur le concept de la sobriété. Si vous voulez qu'on en discute, on pourra en discuter après. Oui, monsieur, bonsoir. Merci à toutes les personnes présentes et à la qualité des débats. C'est intéressant que le mot sobriété soit aujourd'hui au centre d'un débat. Macron nous en a sorti quelques trucs il y a un an, mais il a oublié d'en nous en parler il y a quelques jours. Je voudrais quand même rappeler au niveau scénario que le scénario négawatt parle de sobriété depuis plus de 20 ans, sur la sobriété effectivement énergétique et d'autres choses, et le scénario négawatt est couplé avec un scénario qui s'appelle négamat. Donc le scénario négawatt sur la transition énergétique prend soin de voir quels sont les stocks de minéraux dont on a besoin et de faire une adéquation. Ça, c'était une remarque sur le scénario. La question de fond, c'est, au-delà de la sobriété énergétique et matérielle, on arrive forcément à la décroissance. Et la décroissance est intéressante au niveau géopolitique, parce que si on produit moins, si on consomme moins chez nous, on rééquilibre les échanges internationaux en permettant aux pays du Sud, eux, de sortir de leur misère. Donc je pense que la sobriété, bien sûr, mais aussi couplée avec une vision globale économique qui est la décroissance. Merci. Alors, je ne vois pas qui a le micro, donc la prochaine personne qui a une question, levez-vous s'il vous plaît. Bonjour, bravo. Question super courte, est-ce que notre premier bulletin de vote, c'est pas notre carte bleue, tout simplement? Merci, alors on va prendre ces trois questions. Alors en fait, non, deux questions finalement. Et puis ensuite, on repasse la parole dans la salle. J'ai vu les deux prochaines personnes qui ont le micro. Qui veut commencer sur sobriété en Europe et les autres? Est-ce que vous voulez rebondir? Vous évoquiez finalement l'équilibre nord-sud dans votre intervention. Oui, j'aurais voulu d'abord répondre sur la question des scénarios. Parfait, et la décroissance en fait. Négawatt est effectivement la première organisation à avoir fait un scénario de transition énergétique en considérant la sobriété énergétique. Ensuite, ils ont étendu un peu aux matériaux, mais il n'y a pas toutes les ressources naturelles. Et puis Négawatt aussi parle de la consommation actuelle. Par exemple, si je prends l'exemple du logement qui était cité, dans les scénarios Négawatt, aujourd'hui la surface habitable par personne en France, elle est de l'ordre de 40 mètres carrés. Dans les scénarios Négawatt, à ma connaissance, ils ne prévoient pas une baisse de cette surface-là. Mais il y a eu, entre-temps, deux autres scénarios pour la France. La France est une exception, ça n'existe pas ailleurs ça. On est le seul pays à avoir trois scénarios. Donc un qui est mis à jour par Négawatt à l'occasion de chaque élection présidentielle, donc une ONG. Un qui a été fait par RTE, donc Réseau de transport d'électricité de France. Et un qui a été fait par l'ADEME. Et celui de l'ADEME, donc RTE, regarde bien sûr l'impact sur le transport d'électricité et surtout en appel de puissance. Et justement, le scénario de RTE montre que sans sobriété, on n'y arrivera pas. Mais tous ceux qui nous disent on va tout électrifier, etc., ça ne va pas être possible sans sobriété. Après, il y a le scénario de l'ADEME qui a regardé, qui a été beaucoup plus large en fait, qui est allé plus loin et qui s'est posé des questions que les autres ne s'étaient pas posées auparavant. C'est aujourd'hui on a 40 mètres carrés par personne, on ne pourra pas boucler pour être neutre en carbone, alors on essaye de baisser ça. Ils ont même regardé comment est-ce qu'on pourrait baisser ça. Aujourd'hui, ils parlent de la sobriété immobilière. Pourquoi je cite le scénario de l'ADEME? Parce que le scénario de l'ADEME est l'un des scénarios pour lequel il y a eu une analyse macroéconomique de l'impact économique de ce scénario-là qui a été fait par mes collègues à l'OFCE avec le modèle FRENI. Et ce que montre cette analyse, c'est que dans le cas de la France, la sobriété, un scénario de sobriété ne conduirait pas à la décroissance.
Pourquoi? Alors au début, les 8 premières années, parce qu'il commence en 2020, entre 2020 et 2030, ce qui se passe, c'est que 2022 et 2030, ce qui se passe, c'est que le PIB de la France serait 0,2% plus bas que le PIB du scénario de référence. Et ensuite, à partir de 2030, ça se met à monter. Pourquoi? Parce que ce qui se passe si on passe dans un monde sobre, c'est qu'on sera dans une autre économie. Et ça, c'est ça que les économistes n'ont pas capté en fait. On serait dans un autre modèle économique. Et dans cet autre modèle économique, ça ne serait plus un modèle économique qui est tiré par les matériaux, etc., mais plutôt par le service. Par exemple, au lieu d'avoir une voiture individuelle par personne, au lieu de penser à remplacer, d'avoir une politique pour remplacer le parc actuel de voitures individuelles par un parc équivalent mais de voitures électriques, et bien en fait on aurait plutôt un service de la mobilité. Il y aurait très probablement toujours des voitures, mais ça serait pas le même nombre en fait. Et ça réduirait de beaucoup et ça créerait des activités économiques nouvelles qui ne sont d'habitude pas du tout modélisées, pas du tout prises en compte. C'est une économie nouvelle que la plupart des économistes n'arrivent même pas à imaginer. Ça ne fait pas partie de leur logiciel en fait. Après, au niveau mondial, on n'a pas la réponse. On a les experts de la décroissance qui nous disent que sobriété égale décroissance. Moi, je ne dirais pas ça parce qu'il n'y a aucune preuve qui soutient ce statement. La sobriété, on n'a pas la réponse au niveau mondial parce qu'il n'y a aucun scénario mondial, que ce soit de transition énergétique ou de transition tout court, qui intègre les autres aspects de la transformation qu'on doit mettre en place, qui soit basé, qui soit tiré par la sobriété. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on essaye de construire maintenant, et l'une des difficultés que l'on a, c'est que tous les scénarios qui existent, en fait, parce que quand on parle de sobriété, donc on parle des individus, du bien-être des individus, donc des besoins des individus. Moi, en tant qu'individu, je n'ai pas un besoin de voiture, j'ai un besoin de mobilité. Je n'ai pas un besoin d'agroalimentaire, j'ai un besoin de nourriture, de calories. Et donc, quand on parle de ça, les données qui existent, les scénarios aujourd'hui, vous avez la production de métal, la production d'acier, etc. Vous ne pouvez pas, ils ne répartissent pas cette production-là par rapport aux besoins des êtres humains. Et donc, du coup, on ne peut pas passer du tout de ces scénarios-là qui existent, même si j'ai des collègues qui s'entêtent à essayer de le faire. Mais moi, j'arrête pas de leur dire, encore hier, on a eu une réunion pour leur dire, vous perdez votre temps, vous n'allez pas y arriver, aux besoins. Donc, il va falloir qu'on modélise ça différemment pour pouvoir répondre concrètement à la question de est-ce que ça va faire de la décroissance dans le monde ou pas. Après, quel est l'impact de la sobriété si on avait de la sobriété partout? Ben, la sobriété, derrière, il y a une question d'équité et de justice. C'est le troisième pilier de la définition. Dans l'origine de la définition d'origine, ce qu'on avait, c'était, on avait mis decent living standards, en fait, une vie décente pour tous. Ça, c'est parce qu'il y a un cadre théorique qui définit les exigences pour une vie décente pour tous. Et donc, pour tous, que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez basé en Europe ou en Afrique. Et si on fait ça, ben, la sobriété en vérité, c'est une contrainte pour les riches, et surtout pour les riches dans les pays riches. Et c'est une façon de protéger les plus vulnérables. Et donc, ça serait la fin de l'exploitation des pays des plus vulnérables, que ce soit chez nous, parce que chez nous aussi, on exploite les plus vulnérables d'entre nous. Le système fait que il y a une catégorie de la société qui est là pour être exploitée par l'autre. C'est ça le système qu'on a inventé. Et donc ça changerait complètement l'équilibre et la géopolitique mondiale. Alors je proposais à l'économiste de la table de rebondir, mais très rapidement. Oui. Je vais rebondir sur le dessin. On n'est pas prêt de voir le film, effectivement. Alors pourquoi on n'est pas prêt de voir le film? Et là, je pense qu'il faut relier les deux interventions qu'on a vues, celle de Gilles et puis la vôtre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un problème de cycle électoral. Je vous explique. La sobriété, ça veut dire quoi? La sobriété, ça veut dire que vous consommez moins, donc quelque part, vous allez avoir une influence négative sur le PIB. Consommer moins, donc à facteur égal, on va avoir moins de PIB. Donc effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que généralement on associe sobriété à décroissance. Et le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous imaginez véritablement un gouvernement qui prendrait l'engagement suivant: je joue la baisse de la consommation à court terme contre un avenir meilleur, c'est-à-dire en gros des choses qui sont difficilement mesurables, hein, la paix, par exemple. Comment vous allez intégrer ça dans un PIB?
à long terme. Donc quelque part, nos cycles électoraux, ils sont beaucoup trop courts, et puis surtout, en gros, on a un vrai problème politique avec ça, parce que quelque part, vous faites un pari. Vous faites un pari quand vous commencez à vous lancer dans de la sobriété systémique. Donc, vous allez dire à votre population, arrêtez de consommer, donc en gros, moins de PIB, peut-être moins d'emplois, etc., etc. Ça, c'est une vision très court-termiste. Pourquoi? Parce que logiquement, la sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va investir massivement, notamment dans les infrastructures à moyen terme. Ça veut dire qu'on va investir massivement dans l'humain. Pourquoi? Parce que dans la santé, dans l'éducation, imaginez que tout ce que vous ne consommez pas en matière première, à budget égal, vous allez le dépenser dans l'éducation, dans la santé. On vit mieux. Et donc, au final, c'est un équilibre entre, à court terme, on perd quelque chose, à moyen terme, on gagne quelque chose. Donc on n'est pas obligé d'être dans une vision décroissante quand on parle de sobriété. On va surtout vers du mieux. Et ça, c'est quand même un pari, mais personne ne veut le prendre, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a cette contrainte de court terme qui va nous faire dire « Non, moi, je ne vais pas sacrifier mon mandat à dire aux gens de moins consommer ». Pour répondre sur ce qu'a dit Gilles, moi je voudrais bien voir ce qui va se passer en octobre. S'il n'y a pas de problématique de stockage de gaz, je ne suis pas sûr qu'on va avoir une baisse de consommation comme on a vu l'année dernière. Pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure sur le passager clandestin, est-ce qu'on ne va pas se retrouver tout seul à faire ça? Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Déjà, il y a une exception française, il y a le French Flair, c'est la Coupe du Monde de rugby, donc quelque part, pourquoi on n'aurait pas aussi un French Flair en matière de consommation de matières premières énergétiques? Mais surtout, si vous raisonnez comme ça, vous pouvez vous dire aussi à quoi ça sert qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. On ne représente que 1% au final. Et ça, c'est un argument de l'inaction. Parce que bien évidemment, on est dans une époque où il y a des passagers clandestins. Au niveau international, il vaut mieux que ce soit les voisins qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau sectoriel, il vaut mieux que ce soit le transport plutôt que le bâtiment. Et au niveau individuel, il vaut mieux que ce soit mon voisin que moi-même. Donc effectivement, si vous dites ça, pour la sobriété, c'est pareil. Et le problème, c'est que justement, appuyer sur la sobriété, c'est-à-dire sur la valeur de sobriété, ça veut dire que justement, vous allez avoir la capacité de transformer le pouvoir, la puissance française avec justement ce facteur écologique. Vous avez la culture, c'est un vecteur de puissance. La cuisine est un vecteur de puissance. Le rugby aussi, c'est un vecteur de puissance. Et la sobriété, ça peut être un vecteur de puissance et d'attractivité. Si on rentre dans une logique de sobriété systémique, des gens viendront travailler chez nous parce qu'il y fait meilleur, parce qu'on est mieux soigné, parce qu'on est mieux éduqué. Le problème, ça veut dire délibérer de ses choix d'un point de vue démocratique. Et donc, bien évidemment, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis désolé, mais par rapport à ce que vous avez dit sur l'Europe, j'ai presque envie de vous dire, ok, je vais aller voter, mais je vote pour qui? Alors, je propose qu'on en reste là sur cette partie de la discussion, parce que sinon, on ne va jamais avoir le temps de prendre un second set de questions. Gilles. J'essaie d'aller très vite. Peut-être je vais revenir sur l'idée de je n'ai pas besoin de voiture, j'ai besoin de me déplacer. Et je pense qu'en fait, c'est vrai, mais c'est faux en même temps, parce que en fait, ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de désir et de subjectivité. Si vous pensez une voiture, et je vous invite à le faire maintenant, pensez très fort à une voiture, immédiatement, une image que vous avez, c'est, enfin, en tout cas j'imagine, à moins que vous ayez vraiment très particulier, c'est une route à peu près déserte, avec une voiture qui va très vite, Californie, montagne, tout va bien, etc. Ça, pardon, c'est une image qu'on a créée. Absolument. On peut créer une autre image. Et c'est ça mon point. C'est exactement mon point. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et moi, je trouve que c'est la chose la plus incroyable du contexte dans lequel nous sommes. On va publier un papier magnifique de Pierre Charbonnier, qui est aussi le concepteur de l'idée d'écologie de guerre, le 10 mars, dans le Grand Continent. Je vous invite à vous connecter le 10 octobre, pardon, parce qu'il est très, très, très intéressant. On fait de la lecture de pair, mais ça ne prend pas 8 mois, je vous assure. Dans lequel il a un constat qui, à mon avis, est extrêmement profond. On peut aujourd'hui calculer, on essaie de calculer, on le fait, il y a des tonnes de rapports, le monde post-carbone. Qui l'imagine? On passe le temps à regarder des dystopies sur l'IA, sur la transformation numérique, etc. Il n'y a rien sur ce monde-là. Le grand moment dans lequel l'humanité européenne décide d'aller vivre dans les villes.
Et ce moment, en fait, qui est le 19e siècle, vous avez une utopie de la vie, vous avez une utopie de la modernité. Ce n'est pas les économistes qui ont fait les villes, ce sont les romanciers, ce sont les peintres, ce sont par la suite les photographes, c'est le cinématographe, c'est la publicité. On n'a rien là-dessus. Donc moi j'espère que dans cette audience, il y a des artistes, des écrivains, des cinéastes, et si vous voulez faire quelque chose de très utile, c'est penser, dessiner, imaginer ce monde post-carbone. Parce que c'est la seule manière qu'on a de désenclencher ce problème. Il faut regarder l'imaginaire de la voiture. C'est génial. Merci beaucoup. C'est ça la voiture en vérité. C'est la réalité. Malheureusement, voilà, je vis à Paris, donc je vous assure que ma vie de la voiture, c'est beaucoup plus simple. On a le temps pour un deuxième tour de questions. On n'aura peut-être pas le temps de tous répondre à ces questions, mais on va faire très vite. Donc s'il vous plaît, pas de commentaires, juste une question. Allez-y. Du coup, j'ai une question, c'est sur la sobriété sans bouleversement majeur. Je crois la façon de psychologie, chacun sa petite goutte d'eau à apporter, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir un événement majeur? Ok. Une deuxième question. Il y avait un monsieur qui avait une question là. Est-ce que vous avez toujours votre question, monsieur? Non, c'est fini. Ok. À droite. Ok, ici. Alors peut-être que je vais signer. Je me mets là. Ah oui, comme ça. Donc merci beaucoup pour tous ces débats. C'est vrai que d'avoir des interprètes en langue des signes, c'est super. Alors je suis désolée, je ne vous regarde pas parce que je regarde l'interprète et que mes amis me voient aussi. Alors moi j'avais une question, parce que du coup on a pu suivre les débats grâce à la langue des signes, c'était super. Au début vous avez dit langage des signes, alors qu'en fait c'est une vraie langue. Donc merci aux interprètes vraiment d'avoir fait l'effort parce que c'était des concepts assez difficiles. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une responsabilité, un respect en tant que citoyen. En tant que citoyen, et du coup c'était vraiment bien d'avoir accès à tous ces échanges, à tous ces débats. Et donc ma question, oui c'est vrai qu'on est responsable, il faut aller voter, on consomme, etc. Par exemple sur la voiture électrique, moi j'en ai pas, j'ai une voiture diesel, mais au niveau des entreprises qui vendent, qui font de la publicité, dans lesquelles on achète, eux aussi ont une responsabilité, toutes ces entreprises, Ouais, il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités dans le rôle qu'ils ont sur nos surconsommations. Merci. Alors, je vous laisse. Je peux répondre parce que je vais très rapidement. Ouais. Pour la question sur le bouleversement, moi, autrefois j'utilisais le mot transition, maintenant je ne l'utilise plus. Je pense que le mot transformation qui est utilisé dans le rapport du GIEC n'est pas le bon mot. Moi je pense que c'est une métamorphose qu'il va nous falloir. La métamorphose, ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'on n'essaye pas d'améliorer le système existant. C'est ça qu'on est en train de faire. Et il faut aller vers quelque chose de nouveau, de complètement différent, qui va complètement bouleverser tout ce que nous avons connu. Mais il faut juste se rappeler une chose, en fait, tout ce qu'on considère comme étant la norme, ça n'a pas toujours existé. Hein. C'est nouveau, en fait, sur l'histoire de l'humanité. Tout ce qu'on considère comme étant la norme, en vérité, remonte à l'après-guerre pour nous. Et du coup, sur l'histoire de l'humanité, c'est pas grand en fait. C'est 70 ans l'après-guerre. C'est pas énorme quoi. Mais c'est un bouleversement, c'est une métamorphose. Moi je parle plus de métamorphose. Voilà. Sinon, sur les entreprises, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'exprimer? Moi je voudrais juste rebondir aussi. Effectivement, vous avez complètement raison en fait. C'est la deuxième génération qui vit dans l'abondance. Donc quelque part, la norme, elle est juste, c'est une norme de 70 ans. Ça c'est le premier point. Par rapport à votre question sur les normes d'entreprise, ce qu'il faut voir, c'est que généralement on isole deux choses. On considère que c'est l'obsolescence programmée qui fait qu'on est, j'allais dire, attiré par de nouveaux achats, par exemple. Non, le principal, j'allais dire, secteur qu'il faut combattre, c'est la publicité. C'est le marketing du désir. C'est-à-dire, c'est celui qui vous fait... C'est celui qui fait qu'en 2020, par exemple, il y a 3 ans, 60% des moins de 35 ans ont changé de téléphone portable, alors que celui qu'ils avaient, fonctionnait encore. Voyez, donc c'est le marketing du désir et c'est ça qu'il faut aller combattre. Et sur ça, juste j'ajoute un point, le combattre, ça ne signifie pas seulement le critiquer.
ça signifie être plus puissant dans le scrolling magique de l'autre côté. On est d'accord, on est complètement d'accord. Est-ce que vous voulez rebondir sur les entreprises notamment? Notamment sur les entreprises en fait, puisque en début de semaine, j'étais devant 650 personnes dont la plupart étaient des concepteurs et des ingénieurs, et que mon travail, ça a été de dire qu'ils avaient une activité immorale. Pas parce qu'ils sont ingénieurs, je le suis moi-même, donc je dois avoir une part d'immoralité du coup, mais par contre qu'ils avaient un travail qui était immoral parce que, effectivement, en réponse à des injonctions commerciales, comme l'a dit Emmanuel, en fait, on va essayer de développer des choses nouvelles, indépendamment, encore une fois, de l'obsolescence programmée, et en développant ces choses nouvelles, on va modifier légèrement les dispositifs. À l'échelle du numérique, ou à l'échelle, par exemple, du bâtiment, vous allez avoir tout un ensemble d'évolutions technologiques qui vont arriver. Et en fait, il y a bien sûr des sauts de performance intra-modèles, qui après vous multipliez les modèles et les catégories, etc. À la fin, du coup, vous créez une multitude de produits différents. Et alors, vous créez de base des produits qui ne sont pas recyclables en soi. C'est-à-dire qu'on a conçu des dispositifs qui ne sont pas recyclables. Juste pour vous donner cet ordre de grandeur, actuellement, il y a toute une partie des usages métalliques où on a mis les métaux en si petite quantité dans les biens que nous utilisons. Je parle de biens du quotidien, je ne parle pas d'un Airbus, je parle juste d'un bien du quotidien. On a mis les métaux en si petite quantité qu'il y en a moins dans le produit que vous avez que dans la croûte terrestre, en fait. On est arrivé en dessous du primaire. Donc c'est plus intéressant d'ouvrir des mines que d'aller recycler tellement les quantités sont petites. Donc à la fois, on crée des choses qui ne sont pas recyclables, et ensuite, on crée ce qu'on appelle une évolution du gisement secondaire. C'est-à-dire que le gisement, il change tout le temps. Un recycleur, il a une usine, il n'en a pas 1000. Enfin si, vous avez des groupes qui en ont beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, on se retrouve avec des recycleurs qui jettent énormément, qui ne sont plus en capacité de recycler, parce que ce qu'ils reçoivent change tout le temps. Et vous ne pouvez pas passer votre temps à changer votre usine, vous le comprenez bien. Donc il y a une immoralité qui est derrière ça, et donc il y a aussi un enjeu de sensibilisation pour moi. Donc c'est ce que j'essaye de faire humblement. C'est de sensibiliser les personnes qui promeuvent l'innovation ou le progrès, ou je ne sais pas encore quel autre concept tordu, derrière en fait la conception, vous voyez, nouvelle, qui requiert du coup des alliages plus complexes, des usages plus fins et des quantités plus petites. Parce qu'en fait, du coup, ça, vous voyez, c'est la notion de gaspillage derrière. Donc, les entreprises, elles ont un rôle, vous avez complètement raison, à partir du moment où elles promeuvent des idéaux qui sont incompatibles avec les limites matérielles avec lesquelles on doit aujourd'hui maintenant travailler, avec lesquelles on doit travailler aujourd'hui. Voilà. Je vous propose que ce soit le mot de la fin, et la fin de l'abondance aussi. Donc je voulais rappeler pour toutes les personnes et qui nous écoutent à distance et ceux dans la salle, d'une part que vous pouvez tout à fait continuer à vous renseigner sur ce sujet, puisque à peu près, je pense, chacun des intervenants ici a des supports pédagogiques, que ce soit, alors je pense à vos podcasts, vos vidéos, je pense à tous les bouquins que vous avez édités, à la revue Green, à des livres comme Géopolitique des énergies ou Métaux, le nouvel or noir, demain la pénurie, avec un titre qui fait envie. Et puis les travaux de Yamina Saeb aussi au sein du GIEC et sur Internet. Vous allez pouvoir retrouver tous les ouvrages dont on a discuté à la librairie qui se trouve en bas, et à partir de 18h30, les auteurs qui sont encore là pourront les dédicacer si vous voulez les dédicacer. Il y a une table de dédicaces et c'est donc à partir de maintenant. On vous y retrouve très vite. Merci à tous et merci encore. Merci beaucoup. Et merci encore à toutes les équipes.